le joueur de Hameln ne dit rien. Il reprend sa flûte, il prend la bourse avec les 5000 pièces d'or. Il ressort sa flûte et commence à jouer de la flûte, toujours cette mélodie hypnotique. Et là, c'est tous les enfants de la ville de Hameln qui le suivent. Et là, il sort de la ville de Hameln, donc de Hamelin, et il part et tous les enfants le suivent. Et la ville de Hameln ne reverra plus jamais ses enfants. En fait, c'est quoi la morale de l'histoire? C'est que le maire de la ville et les habitants n'ayant pas tenu leur parole, ils se sont vus châtiés par ce biais. Donc ça aussi, c'est une belle histoire, un conte qu'on ne connaît pas trop. Oui. Voilà, quand on pense à l'Allemagne, ce n'est pas que cela, quoi. Voilà. Et donc là, très vite, on arrive... donc je parlais de la chanson des Nibelungen, le conte de Hameln, et on va arriver au XIIIe siècle. Donc il y avait la famille ottonienne qui régnait sur le Saint-Empire. Là, maintenant, on arrive à la famille des Hohenstaufen. Il y a souvent des conflits, par contre, donc, entre les souverains et le pape. Là, il y aura de nouveau un conflit entre Frédéric II de Hohenstaufen et le pape Grégoire IX, puisque le pape Grégoire IX, Jérusalem n'a toujours pas été reprise aux musulmans, et le pape Frédéric II avait fait vœu de partir en croisade. Il avait promis, et comme il n'avait pas tenu sa promesse, le pape Grégoire IX excommunie Frédéric II de Hohenstaufen. Donc finalement, acculé, il participe à la croisade, mais c'est un pape plutôt ouvert, qui n'était pas viscéralement hostile aux musulmans. Il a même permis en Sicile aux musulmans de continuer à pratiquer leur culte. Hein. Et il passe un accord avec le sultan Malik al-Kamil, et en 1229, il reprend Jérusalem sans combat. Mais Jérusalem retombera après définitivement aux mains des musulmans en 1244. Mais pour te montrer que, voilà, quand même, l'empereur du Saint-Empire est toujours soucieux de la chrétienté, mais s'il peut, là, avec en l'occurrence Frédéric II, s'il peut ménager les musulmans et pas entrer en conflit total avec eux, il ne va pas s'en priver. Donc Frédéric II n'était pas vraiment en odeur de sainteté auprès du pape Grégoire IX, à tel point que Grégoire IX, déjà auparavant, l'avait excommunié. Ce qui est la pire chose qui puisse arriver pour un souverain chrétien. C'est-à-dire tu es exclu de la grande famille chrétienne. Tu n'es plus chrétien aux yeux du pape. Puisque le pape, en plus, rappelons-le, est le chef spirituel de l'Église. Mais, que va faire aussi Frédéric II? C'est lui qui va lancer la croisade balte en premier. Parce qu'il faut maintenant pousser l'œuvre de christianisation à l'Est, et très vite, on va arriver en contact. Déjà, avant, les Allemands étaient en contact avec les Slaves, mais là, vraiment, on va entrer en contact à partir du XIIIe siècle, avec cette croisade balte, avec l'ordre des chevaliers teutoniques, qui avait été créé en Terre Sainte, mais là, les chevaliers teutoniques, eux, ils vont s'occuper de christianiser les Slaves à l'Est. C'est là qu'ils vont entrer dans la région de la Baltique avec ce qu'on appelle les Borussiens, qui sont les ancêtres des Prussiens. Les Borussiens sont un peuple slave, qui va être complètement massacré, exterminé par les chevaliers teutoniques. Et donc les chevaliers teutoniques poursuivent leur œuvre de christianisation jusqu'à rencontrer en 1242 Alexandre Nevski, prince de Novgorod. Et ils vont subir une défaite, un coup d'arrêt en 1242 sur les abords du lac Peipus. Et Alexandre Nevski va mettre un coup d'arrêt aux chevaliers teutoniques. Ça a été porté à l'écran par Eisenstein, qui était un cinéaste sous Staline, qui en ont fait un film que vous trouvez sur YouTube. Je ne sais pas si tu connais peut-être ce film. Je connais pas le film, Alexandre Nevski. Ouais. Ça a été fait, Staline, dans un souci de propagande, dans les années 30, parce qu'il fallait magnifier la gloire ça avait russe. son sens. Hein. Au début, le film, il n'était pas trop. Par contre, sous la Grande Guerre patriotique contre les Allemands en 41-45, là, le film, il était diffusé dans toutes les salles de Russie, là, par contre. Hein. Donc oui, pour te montrer que la croisade balte commence là, et les liens des Allemands avec le monde slave, vraiment, s'ancrent et se consolident à partir de ce moment-là. Donc vraiment, là, les Allemands, c'est ce qu'on appelle le Drang nach Osten, la poussée vers l'Est. Et puisqu'il y a eu la déferlante mongole aussi à la même période, la Pologne, l'Ukraine, la Russie surtout est dominée par ce qu'on appelle la Horde d'Or, c'était un État mongol. Vraiment, les populations étaient exsangues là-bas, ont été ravagées. Donc à l'appel du pape et du Saint-Empire, du pouvoir temporel allemand, mais aussi à l'appel de souverains locaux, polonais, bohémiens, enfin de la Bohème, on appelle des colons allemands pour venir christianiser, repeupler ces régions et apporter un savoir-faire agricole. Et c'est pour ça que les Allemands vont commencer
a essaimé dans ces régions, dans la Vistule, dans la Bohème, dans les Sudètes, dans les États baltes. Partout, jusqu'en Hongrie, en Roumanie, ils étaient partout. Absolument. C'était partout. Et c'est pas juste, c'était pas que de l'impérialisme. C'était donc à l'appel donc. C'était eux qui l'ont demandé. Hein. Le Saint-Empire voulait, parce que bon, ils sont parlé de ma mort. Hein, comme je dis, les Borussiens ont été exterminés. C'est ça qui a donné la Prusse après. Mais les souverains locaux les ont appelés et le pape les a appelés. Donc voilà, c'est aussi pour tordre le cou à cette idée d'Allemands viscéralement ils veulent tout envahir. Qui veulent envahir et rien laisser sur leur passage. Donc là, on arrive 13e siècle, 14e siècle. Ah oui, à partir du 12e siècle, va apparaître aussi une association de marchands qu'on appelle la Hanse. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler aussi de ça. C'est une association de villes, association marchande de commerçants de villes de la mer Baltique et de la mer du Nord, avec la capitale Lübeck. Donc c'était une association de marchands qui va développer un commerce florissant dans l'Europe du Nord. Très puissant. C'est comme les cités italiennes à la même période, quasiment. Voilà, exactement. Donc ils ont des comptoirs sur toutes les côtes de l'Europe, même dans la Manche, un peu en Bretagne, mais c'est surtout dans la mer Baltique et dans la mer du Nord. Donc cette ville de la Hanse va prospérer. Donc tout ça pour vous montrer que le Saint-Empire romain germanique, ce qu'on appelle la civilisation germanique, c'est des élites politiques, commerciales, et c'est aussi une culture. Voilà, c'est pas juste des méchants qui veulent tuer et raser tout sur leur passage. Non, une entité. Donc le Saint-Empire, c'est une entité politique qui a une volonté hégémonique, attention, hein, il ne faut pas le nier, mais qui a aussi une politique, une élite, une culture, et qui n'est pas seulement basée sur la domination de ses voisins. Donc, ensuite, on va arriver... donc il y aura toujours des tensions après avec les Slaves, parce que très vite, les souverains slaves se disent « Bon, on a peut-être fait une erreur en appelant un peu trop des colons allemands pour repeupler nos régions. » Parce que, bon, après, ça devient vraiment allemand, et les Allemands dominent dans ces régions. On peut parler de la bataille de Tannenberg en 1410, que les Polonais vont infliger aux Allemands. Parce qu'il y a deux batailles de Tannenberg. Il y a la bataille de Tannenberg de 1410 et la bataille de Tannenberg de 1914, où les Allemands vont infliger à coup d'arrêt aux Russes au début de la Première Guerre mondiale. Mais bon, donc là on est au XVe siècle, donc les Polonais se disent, bon, les Allemands commencent un peu à nous agacer, et donc ils vont infliger une défaite aux Allemands. Ils vont un peu reprendre la mainmise sur la région, mais les Allemands restent très très majoritaires, et essaiment, continuent d'essaimer dans ces régions. Et on va arriver très vite à un personnage à partir du XVIe siècle qui va, qui va vraiment entraîner une rupture avec la chrétienté. C'est un moine allemand, Martin Luther, et qui va être à l'origine de la Réforme. La Réforme, la grande Réforme. Mais, comment je pourrais dire? Moi, je ne suis pas chrétien, hein, je ne suis pas christianologue non plus, comme il y a des islamologues, mais c'est juste avec... les connaissances avec ce que j'ai eu découvert au cours de mes études, la papauté à la fin du XVe siècle, c'est pas joli. Hein. On rappelle la famille des Borgia, qui est une famille italienne. Les Borgia, c'est comme les Saouds d'aujourd'hui pour les musulmans. Alors, il faut préciser, c'est la décadence. Ils ont des enfants, les papes, ils ont des... Alors, il paraît que... Alors, d'un point de vue chrétien, moi je suis pas chrétien, mais... Moi, ce que je sais, c'est que Martin Luther, il paraît qu'il va au Vatican, c'est un petit jeune moine. C'est un moine, oui, voilà. Il débarque là-bas et puis il découvre que finalement, c'est, comme on dirait aujourd'hui dans un langage, l'oligarchie, l'élite. C'est-à-dire qu'il voit, il paraît que ça partout, ça vit dans des grands châteaux, des grands palais, ça boit du vin, ça machin, ça fait la fête. Et il se dit, mais on est loin de l'idéal chrétien. Il voit ça, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette... Et à l'époque, il y a ce qu'on appelait... alors, est-ce que le Vatican, la papauté, n'était pas tout au courant, d'accord, mais ce qu'on appelait un peu l'affaire des indulgences. Alors, les fameuses indulgences. Trafic des indulgences. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que moi, je ne suis pas chrétien. Attention, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas et trop induire les gens en erreur là-dessus. Mais bon, allez, en gros, c'est si vous donnez de l'argent, on vous promet le paradis. Est-ce que ça correspond vraiment à un idéal chrétien, ça? Mais Luther entrait dans une critique, il va placarder sur l'affiche de là où il officiait, il va placarder ce qu'on appelle les 95 thèses. Donc en gros, il montre vraiment l'idée qu'il se fait de l'idéal chrétien, et il montre que lui, il n'est vraiment pas d'accord avec ça. Il trouve que vraiment le Vatican, la papauté, est complètement dévoyé, est complètement loin de l'idéal chrétien, et aussi ce que Luther va faire, là c'est un acte de défi, il va traduire la Bible en allemand. C'est le premier à traduire un texte sacré, liturgique, ce qu'on appelle en langue vernaculaire. Ce qu'on appelle les langues vernaculaires, c'est-à-dire
toutes les langues sauf le latin. Parce que la Bible, normalement, était traduite en latin. Le clergé avait le savoir, détenait le savoir, et lui, non, on disait, pourquoi ne pas le diffuser, le rendre plus accessible? Parce qu'il faut savoir qu'au XVe siècle, déjà avant, Gutenberg, un Allemand, qu'est-ce qu'il invente, Gutenberg? L'imprimerie. L'imprimerie. Ah, il paraît qu'il a volé aux Arabes. Bon, ça, c'est Boutamina qui nous le dit. Ça, je sais pas, Mais, ça, je sais pas. Mais, en tout cas, c'est Gutenberg qui diffuse l'imprimerie, et le premier livre imprimé massivement, c'est la Bible. C'est la Bible. Il imprime d'abord la Bible en latin, mais après Luther l'a fait traduire en allemand. Et les langues, ce qu'on appelle les langues vernaculaires, c'est-à-dire c'est tout ce qui n'est pas le latin. Et tout, la langue vulgaire, pour parler, pour faire comprendre aux gens, quoi. Donc, alors ça, la papauté peut plus supporter. Et donc la rupture est consommée, mais attention, Luther ne prenait pas la rupture totale et irréversible avec la papauté. Mais le mal est fait. Il n'y aura plus d'entente comme auparavant. Donc Luther meurt, et puis après, Calvin va poursuivre cette œuvre. Et puis après, il y aura après au XVIe siècle le roi Henri d'Angleterre qui lui aussi va rompre avec le pape. Oui. Pour des raisons politiques. Oui, c'est plus politique lui. Lui, c'est ce qu'il va faire, l'anglicanisme, puisque lui, il sera en personne le chef de l'Église. Voilà. Donc il a dit, l'Église c'est mon affaire, tu t'en occupes plus, en gros, pour faire simple. Et là va se poser un nouveau problème de politique extérieure pour la France, puisque la France va se retrouver encerclée des deux côtés, à l'est et au sud. Puisque, le fameux Charles Quint. avec, donc j'ai dit les Ottoniens au début sur le Saint-Empire, puis après le Hohenstaufen, et là arrive une nouvelle famille qui va sonner comme une agression vis-à-vis même de l'opinion française et des Français, les Habsbourg. Les Habsbourg. Qui sont à cheval en Autriche et en Espagne, avec Charles Quint, celui sur lequel, l'empire de Charles Quint, sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Ouais, parce qu'il faut dire, Charles Quint, donc, il naît dans les Flandres, hein, c'est un Flamand, enfin il est né vers là, il hérite donc d'un empire gigantesque, il hérite de l'Espagne, mais de l'Espagne coloniale. Parce qu'il y a les Amériques aussi. Il y a les Amériques qu'on vient de découvrir. Ça qu'on oublie, voilà, donc Espagne, Amérique, plus l'Allemagne, plus les Flandres, plus il a un empire. La Bourgogne, une partie de la Bourgogne, voilà. Mais c'est déjà qu'auparavant la France était passée à deux doigts d'un danger mortel avec Charles le Téméraire en Lorraine. Il a fallu que Charles Téméraire finit par mourir et est vaincu par le roi de France. Charles Téméraire disait, je ne me souviens plus de la phrase exacte, mais j'aime tellement la France que, en gros, je ne voudrais pas qu'il y ait qu'un seul roi en France, mais je voudrais qu'il y en ait 6, quoi. En gros, il voudrait que la France soit morcelée parce qu'il ne voulait pas reconnaître la suzeraineté et l'autorité du roi de France. Parce qu'en plus, la France sortait de la guerre de 100 ans. Donc là, la France faisait que subir des guerres. Charles Téméraire meurt en 1477 au siège à Nancy. Donc, la guerre de 100 ans, Charles le Téméraire, et là, la France se retrouve de nouveau encerclée par les Habsbourg. La France, vraiment, n'est pas au bout de ses surprises. Donc, oui, en plus, François Ier les Français vont essayer d'entrer dans le nord de l'Italie avec les guerres d'Italie. Il est fait prisonnier à la bataille de Pavie en 1529. Il est prisonnier par Charles Quint. Donc c'est un peu... on est mal, on est vraiment mal. C'est des jours sombres pour la France. Ça rappelle 1940. Ah non, j'ai pas le droit de faire celle-là. Non, mais c'est pas un effondrement total de la France. Mais quelle alternative va se poser à la France? J'en parlais de notre précédente émission sur l'orientalisme. L'alliance avec Soliman le Magnifique. Pour essayer d'endiguer... Pour contrer justement cette alliance des Habsbourg. À l'époque, c'est osé. Hein. S'allier avec le Grand Turc. C'est quasiment devenir musulman aux yeux de la papauté, quoi. C'est un crime de lèse-majesté. C'est effrayant. Enfin, du point de vue... on va dire de l'opinion pour le pape, quoi, on va dire. Voilà. Et puis du contexte de l'époque historique, c'est incroyable. Mais très vite, la France va reprendre du poil de la bête, puisque en l'an 1552, je vérifie juste 2 secondes mes notes, sous Henri II, qui est le roi de France Henri II, il va asseoir son protectorat sur ce qu'on appelle les 3 évêchés. Metz, Toul, Verdun. Ces 3 villes, Metz, Toul et Verdun, deviennent françaises. Et comme à l'époque, déjà, le Saint-Empire commence à avoir vraiment sa dégénère, c'est pas encore la guerre civile totale, mais déjà Charles Quint doit asseoir son autorité parce qu'il y a certains princes allemands qui deviennent ce qu'on appelle maintenant réformés, donc protestants. Donc après, Charles Quint abdique, hein, ça il faut pas l'oublier, mais ses successeurs ont du mal un peu à maintenir leur autorité parce que c'est un empire, c'est immense, c'est très dur de maintenir. Et puis dans les Flandres, ça bouge beaucoup aussi. Ça bouge beaucoup. Les Flandres veulent se séparer du joug de l'Espagne. Ce qu'on appelle la révolte des gueux. Exactement. Eux, ils l'ont pris comme, parce qu'on est traité de gueux, ils l'ont pris comme un signe de fierté puisque vous nous appelez des gueux.
à vos yeux, on est dégueu, ça ne nous dérange pas. Donc c'est ce qu'on appelle après au nord la guerre de 80 ans. Donc pendant ce temps, c'est très dur pour les Habsbourg de maintenir leur autorité partout. Et puis Henri II, c'est un danger mortel. Vraiment, la France, si on recule, on meurt. Donc Henri II pénètre donc de plus en plus vers l'est, étend de plus en plus les frontières du royaume de France à l'est, et prend Metz, tous les Verdun, qui deviennent françaises. À ce moment-là, en 1552. C'est osé, mais comme disent les parents anglais, who dares win. En français, qui ose gagne. Et c'est comme ça, il faut la chance sourit aux audacieux, comme on dit. Donc Henri II prend ces 3 évêchés, Metz, tous les Verdun, mais le danger n'est pas complètement écarté pour la France, puisque ensuite les Français vont se voir infliger une défaite terrible à Saint-Quentin, dans le nord de la France, par les Espagnols. Donc c'est la dynastie, par les Habsbourg d'Espagne. Saint-Quentin, c'est pas très loin de Paris, hein, c'est au nord de la France. Je sais pas si vous savez, vous voyez Saint-Quentin où c'est situé. Il y en a qui nous regardent vers Saint-Quentin. C'est au nord. Bonjour à nos amis de Saint-Quentin. Mais c'est une défaite terrible. Donc le danger n'est pas complètement écarté pour la France. Donc le royaume de France a réussi à étendre son empire, pardon, pas son empire, son autorité à l'est. Mais au nord, c'est toujours très très dangereux. En fait, le problème de la France, c'est que Paris est beaucoup trop proche des frontières. Paris est beaucoup trop proche des frontières au nord et beaucoup trop proche des frontières à l'est. Donc si on veut empêcher que la capitale ne tombe aux mains d'un ennemi étranger, d'un envahisseur étranger, que ce soit l'Angleterre, le Nord et l'Allemand, eh bien il faut étendre au maximum les frontières au nord et à l'est. Voilà. Ensuite va arriver, donc après il y a Henri IV en France qui meurt assassiné par Ravaillac en 1610. Louis XIII arrive sur le trône mais il n'est qu'un enfant. Et va arriver un personnage mais qui est un génie politique dans l'histoire de France, c'est Jean-Armand Duplessis, que vous connaissez plus, le cardinal de Richelieu. Que Alexandre Dumas a immortalisé dans Les Trois Mousquetaires. Beaucoup, moi aussi j'ai découvert Albert le Cinquième Mousquetaire d'abord dans les Minicums, mais puis après j'ai lu Les Trois Mousquetaires de Dumas, mais on découvre ce personnage fascinant. Donc Richelieu qui va diriger la politique française avec Louis XIII. Il va former un binôme, mais alors exceptionnel pour le plus grand bien de la France, puisque à partir de 1618, en Allemagne, va éclater ce qu'on appelle la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans, donc de 1618 à 1648. En gros, pour te résumer, toute l'Europe va régler ses comptes en Allemagne. À part l'Angleterre, l'Empire ottoman et aussi la Russie, toutes les puissances européennes se battent en Allemagne. Les chrétiens contre les protestants, la Bohème, la France, l'Espagne, la Suède, avec le roi Gustave Adolphe. Mais alors vraiment, c'est une boucherie effroyable. Hein. La population allemande va finir exsangue. La France réussit à faire accepter par le Saint-Empire la mainmise française sur les 3 évêchés, et on arrive au fameux traité de Westphalie. Ah oui, la bataille de Rocroi, où le grand Condé inflige une défaite aux Espagnols et vainc les terribles tertiaux espagnols. Parce que depuis le XVIe siècle, depuis Charles Quint, la première puissance européenne, c'était l'Espagne. Et le grand Condé, donc, qui est un noble, bat un noble français, un aristocrate, donc qui est un prince de sang, puisqu'il appartient à la famille royale. C'est un prince de sang, il va infliger une défaite aux Espagnols à la bataille de Rocroi. Et là, à partir de la bataille de Rocroi, et ensuite les traités de Westphalie en 1648, entre-temps Richelieu et Louis XIII meurent, hein, 1642 et 1643, donc 1642 pour Richelieu, 1643 pour Louis XIII. Et on arrive au traité de Westphalie, là Louis XIV, il y a ici l'épisode de la Fronde qui va traumatiser Louis XIV, mais on arrive au traité de Westphalie, le résultat, les traités de Westphalie, c'est Mazarin après qui devient Premier ministre, le traité de Westphalie c'est le résultat de la politique menée par Richelieu. Je crois rarement dans l'histoire, la France n'a atteint des objectifs au-delà de ce qu'elle avait espéré. Parce que à travers l'histoire de l'humanité, quand des États se préparent à entrer en guerre ou veulent entrer en guerre contre un voisin ou veulent mener une expédition, une guerre, on n'est jamais sûr de rien. Le risque zéro n'existe pas. Lorsqu'un État décide d'entrer en guerre, il faut vraiment qu'il pèse le pour et le contre, qu'il assure ses arrières, parce qu'il peut subir une défaite, se voir envahir, ou alors il peut atteindre ses objectifs. Mais c'est très rare qu'un État, lorsqu'il décide d'entrer en guerre, c'est rare qu'il se dit « je vais aller encore au-delà de mes objectifs ». Eh bien, c'est le cas avec les traités de Westphalie, puisque le Saint-Empire romain germanique est éclaté en plus de 300 États. Voilà, c'est ça, complètement morcelé. Hein, et la France devient la première puissance européenne, redevient la première puissance européenne. Parce que sous les Capétiens, c'était la première puissance européenne, mais après il y a eu la guerre de 100 ans où elle était un peu amoindrie, même si elle a réussi à vaincre les Anglais et chasser les Anglais du royaume de France et les contenir de l'autre côté de la Manche.
après, il a la guerre avec Charles Quint, mais la France était une puissance, on va dire, moyenne, mais quand même qui avait son mot à dire dans le concert des nations européennes. Mais là, avec les traités de Westphalie, la France, c'est la première puissance européenne, incontestablement. Et ça, c'est le fruit de la politique de la combinaison de Louis XIII et de Richelieu. Richelieu, vraiment, c'est le symbole de l'homme d'État dévoué au bien-être de son pays. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'auparavant, les protestants leur avaient accordé des places fortes, notamment la fameuse place de La Rochelle. Et le duc de Buckingham d'Angleterre avait tenté un débarquement de La Rochelle pour faire sédition. Richelieu ne revient pas sur l'édit de Nantes promulgué par Henri IV. Henri IV, il faut rappeler qu'il était lui-même protestant. Et qui a dû se convertir au christianisme pour devenir roi, pour calmer la Ligue catholique, et on lui attribue cette fameuse phrase « Paris vaut bien une messe ». Paris vaut bien une messe, la fameuse phrase, évidemment. Donc Richelieu, lui, veut empêcher le débarquement du duc de Buckingham à La Rochelle, et il y a ce fameux tableau où on voit Richelieu en armure guerrier. À l'époque, les dirigeants, quand il fallait aller à la guerre, ils y allaient. Oui, les prêtres de l'époque, c'était pas les mêmes. Non, mais parce que c'est un homme d'église, il est cardinal, mais il est aussi politique. Et il est politique, tout à fait. Et c'est là que va donner l'expression les 400 coups. Parce qu'il y avait 400 canons. Bon, il n'y avait pas 400 exactement, mais symboliquement, il y avait, quand on dit la guerre de 100 ans, ça n'a pas duré 100 ans pile, ça dure un peu plus. Mais les 400 canons avaient fait un ravage dans la ville de La Rochelle, et Richelieu arrive à mettre au pas les protestants, mais les 400 canons, ça donnait l'expression faire les 400 coups. Faire les 400 coups. Quand on dit de quelqu'un, quand des gens font des bêtises ou ont un passé un peu, dans leur jeunesse, un peu voyou, on va dire, on dit de quelqu'un qu'il a fait les 400 coups. Ça vient de là, cette expression. Donc Richelieu, vraiment, le symbole de l'homme d'État dévoué à son pays, et qui sert d'abord les intérêts du pays, sous l'égide de Louis XIII, parce que c'est quand même Louis XIII qui est roi, mais qui mène la politique franchement extérieure de la France et intérieure, c'est Richelieu. Que Mazarin va poursuivre, puisque vraiment la France maintient donc son protectorat sur les trois... Ça y est, les Germains, enfin le Saint-Empire romain germanique reconnaît que la France a annexé les trois évêchés, elle l'a entériné, elle ne revient pas dessus. La forteresse de Pignerol dans le nord de l'Italie, donc la France a perdu ensuite, mais est maintenue. C'est dans cette forteresse de Pignerol que va être envoyé un moment le fameux... non, pas l'homme au masque de fer, je ne sais plus si c'est l'homme au masque de fer ou c'est Fouquet, je ne sais plus. Enfin bref, vous vérifierez. Mais donc, tout ça pour dire que la France, vraiment, avec ces traités de Westphalie, obtient des gains et des résultats incroyables. Et donc la France devient la première puissance européenne. Louis XIV va poursuivre cette même politique avec la guerre de Hollande. Il va étendre son emprise au nord. Il va même essayer d'annexer, de s'étendre à l'est, avec ce qu'on appelle à la fin du XVIIe siècle la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Pardon, Augsbourg qui est une ville de Bavière, où là, tous les États d'Europe commencent à un peu être fatigués de la politique expansionniste de la France et ont peur que la France devienne la puissance qui va mettre une hégémonie totale sur l'Europe. Donc tous les autres souverains de la chrétienté vont essayer de freiner les ambitions de Louis XIV, c'est ce qu'on appelle la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Et Louis XIV, avec les armées, avec Turenne notamment, va mettre à sac le Palatinat. Le Palatinat qui est une région allemande, je ne sais pas si vous connaissez pour certains le fameux château de Heidelberg, donc dans le Palatinat, donc, qui est une région allemande. Jusqu'à maintenant, moi j'ai eu l'occasion de le visiter à plusieurs reprises. Le château est très beau, mais il manque une partie qui a été rasée par les armées de Louis XIV. Mais souvent, on pense que la France, au cours de son histoire, a plusieurs reprises vaincu les Allemands. Il ne faut pas croire que la France a toujours été une victime de l'Allemagne, que les Allemands ont toujours été forts. Non, non, à ce moment-là, qu'est-ce qui donne le là entre les Français et les Allemands? C'est les Français. Donc, sur la politique extérieure, Louis XIV poursuit, mettre au pas les Habsbourg, freiner les Habsbourg, briser l'encerclement, et va arriver en 1701 la guerre de succession d'Espagne, puisque le trône du roi d'Espagne est vacant. Donc le petit-fils de Louis XIV, Philippe V, qui va devenir Philippe V d'Espagne, est marié à une princesse espagnole, donc c'est lui qui va devenir roi. Et l'ambassadeur d'Espagne à Paris va voir cette fameuse phrase « Il n'y a plus de Pyrénées ». Mais que vont craindre les rois, les autres souverains d'Europe, surtout l'Angleterre? Là, vraiment, l'Angleterre redevient le rival de la France. On pensait que la France allait s'éteindre de Dunkerque jusqu'au détroit de Gibraltar. C'est impensable. C'est impensable pour les Anglais, pour le Saint-Empire, pour tout le monde. Et va apparaître à ce moment-là
Il y aura une petit clause royaume. d'ailleurs, il faut bien le préciser. On accepte son petit-fils, mais on dit que les descendants du roi de France ne pourront plus régner. Mais ça, c'est après 14 ans, parce que Ouais. la guerre de succession d'Espagne dure de 1701 à 1714. Oui. Avec les traités d'Utrecht et de Radstadt. Les Radstadt. Mais, je reviens un petit peu en arrière, Ouais. le 18 janvier 1701, parce qu'on avait oublié la Prusse jusqu'à ce moment-là, le prince électeur de Prusse, Frédéric Ier de Prusse, devient roi en Prusse. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut vraiment une dynastie. Il était prince électeur, et là, il devient, non pas roi de Prusse, mais roi en Prusse. Les mots ont un sens. C'est-à-dire qu'il est... On reconnaît qu'il est roi, c'est autour du Brandenburg, et dans cette région-là, le Brandenburg, c'est la région autour de Berlin, et un peu à l'est, la Prusse, ce qu'on C'est un appelle peu la Prusse orientale. Voilà. Il y a Prusse occidentale et Prusse orientale. C'est-à-dire le Brandebourg, Berlin, un peu au nord sur la Baltique et jusqu'à la Prusse orientale. Donc il devient roi. Königsberg, tout ça. Voilà, Königsberg, la ville de Kant, qui aujourd'hui est Kaliningrad, Kaliningrad, qui est une enclave russe. Enclave russe, hein, il faut bien le dire. Au territoire polonais. Ouais. Donc le roi Frédéric Ier de Prusse devient roi en Prusse. La guerre de succession d'Espagne, donc est une guerre terrible hein, pour la France, hein, parce que là, elle va faire face à une coalition entière de tous les États européens. Là, ils veulent en finir. Mais finalement, on accepte que le roi Philippe V devienne roi d'Espagne, mais comme tu l'as dit, à condition que ses descendants ne puissent pas prétendre au trône de France. Et jusqu'à maintenant, le roi actuel, donc Juan Carlos a abdiqué, donc c'est Felipe qui est roi d'Espagne. Felipe Bourbon. Bourbon. C'est des descendants de Philippe V. De Louis XIV, même, donc. Et de Louis XIV aussi. De Louis XIV. Et c'est durant cette guerre de succession d'Espagne que les Anglais vont, par contre, puisque l'Espagne a décliné tout le long du XVIIe siècle après, c'est en 1704 que vont faire les Anglais, une grande victoire maritime. Ils vont prendre Gibraltar. Et oui. Jabal Tariq, en arabe, la montagne de Tariq, du nom de Tariq, le conquérant amazir berbère de l'Espagne. Depuis l'ancienne époque musulmane, tout à fait. Qui va venir Gibraltar. Gibraltar, bien sûr. Et jusqu'à maintenant, Gibraltar est un point, anglaise. Hein. En plus, anglaise, et point d'accroche encore aujourd'hui entre l'Espagne et l'Angleterre, puisque Absolument. les Espagnols revendiquent Gibraltar. Oui. Les Espagnols n'ont jamais reconnu, n'ont jamais signé de traité. Ils n'ont jamais signé de traité. Pour dire qu'ils acceptent que Gibraltar soit anglaise. Et par exemple, je ne sais plus si c'était au mariage de Diana et de Charles, ou si c'était au mariage de William et Kate, d'Angleterre. Hein. Donc je ne sais plus si c'est Diana et Charles ou William et Kate. Je crois, moi, après leur voyage de noces, ils sont allés à Gibraltar, et pour montrer leur refus, ou Juan Carlos ou Felipe ont refusé d'aller au mariage, pour montrer leur désapprobation. C'est quand même un signe fort quand même, parce que normalement, dans les mariages, on a vu toutes les têtes couronnées, parce que faut pas se leurrer, même si les souverains d'Europe se font la guerre, entre grandes familles, les dynasties européennes, il y a un respect tout de même. Il y a, quand il y a des mariages où on invite les souverains, donc là, le roi d'Espagne a refusé donc d'aller au mariage pour montrer sa désapprobation du fait que le couple royal est allé... je crois bien que c'est Kate. Je crois alors c'est Kate et William. Qui sont allés à Gibraltar. Voilà. Je sais quoi. Parce que je ne savais plus si c'était Charles et Diana. Je crois bien que c'est Kate. Je ne savais plus, mais donc voilà. Donc pour montrer leur désapprobation, ils ont refusé d'aller au mariage. Donc on continue, on revient à Gibraltar et à nos amis prussiens, puisque Frédéric Ier devient roi de Prusse, qui était prince électeur de Brandebourg. Ensuite, il y aura son fils Frédéric Guillaume Ier, qu'on va surnommer le roi sergent. Pourquoi? Parce qu'à partir de lui, il va doter son pays, la Prusse, qui est un petit royaume. Il va la doter d'une armée, mais qui va être d'une efficacité redoutable. Il va instaurer une discipline terrible au sein de son armée, à tel point qu'on le surnomme le roi sergent. Sergent, c'est pas très prestigieux, c'est-à-dire le sergent qui gueule toujours sur ses troupes et sur ses hommes. Donc il va vraiment doter son armée, son royaume d'un instrument militaire exceptionnel. J'ai oublié, pour le XVIe siècle, je voulais parler de la peinture allemande. Je vous renvoie, vous pouvez taper sur Google, vous trouvez leur nom. Il y a Bruegel, Peter Bruegel, qui est un peintre allemand, B-R-U-E-G-H-E-L, et aussi Albrecht Dürer, D-U avec les deux trémas, R-E-R. C'est des grands noms de la peinture allemande au XVIe siècle. Donc nous arrivons donc à notre roi sergent Frédéric Guillaume Ier. C'est surtout son fils qu'on va connaître, qui va être le grand roi de la Prusse au XVIIIe siècle. C'est Frédéric II le Grand. Frédéric II, roi de Prusse.
Et là, vraiment, il est roi de Prusse, là, par contre. Il n'est plus roi en Prusse. Et lui, il va rentrer de façon fracassante sur la scène européenne. Puisqu'à ce moment-là, quelles sont les puissances européennes? La France, l'Angleterre, les Habsbourg, donc l'Autriche, la Russie aussi, parce que depuis Pierre le Grand, ils sont de plus en plus centrés sur la scène européenne. L'Empire ottoman décline, l'Espagne décline. Et la cinquième puissance, qui va entrer de façon fracassante sur la scène européenne, Frédéric II. Frédéric II le Prusse, qu'on appelle despote éclairé. Ouais. Grand ami de Voltaire, même si ça s'est très mal fini à la fin et qui va virer. D'ailleurs, dans Le Candide de Voltaire, à un moment, au tout début, il y a un passage, Voltaire voulait se moquer et se venger parce que Voltaire, à un moment, essaie de voler des choses, des objets. Lors de son séjour en Allemagne, il essaie de voler des choses en partant. Ce Voltaire, Non, mais Voltaire, vraiment, c'est pas du tout le personnage qu'on nous fait. Mais enfin, bref, voilà. Ça, j'avais un prof qui... C'est rare. C'est très mal vu de parler de ça en cours, mais ce prof-là a eu le courage de nous en parler. Et pour se venger un peu du roi de Frédéric II, parce que Frédéric II avait envoyé des agents le faire fouiller pour voir s'il avait rien volé. En effet, il avait volé des choses du palais. Genre, tu sais, des ustensiles, des couverts, mais des trucs, mais un rat, quoi. Vraiment, c'est un truc de... Quel BHL. Un crevard, quoi. Vraiment, comme on dirait aujourd'hui, quoi. Et donc, oui... Dans le Candide de Voltaire, Voltaire, pour se venger, se moquer de la langue allemande qu'il trouvait pas très belle, déjà à l'époque, à un moment, il va parler du château de Thunder den Tronch. Ça n'existe pas, c'est pas un nom allemand. Il va essayer d'inventer des noms, un nom allemand pour se moquer de la langue allemande. Mais donc, quelle était la langue de la diplomatie à ce moment-là? La langue de l'élite, la langue chic, la langue qu'on parle de Porto jusqu'à Saint-Pétersbourg. C'est le français. Et Frédéric II parlait parfaitement français. Frédéric II a une enfance très très malheureuse parce qu'il aimait la musique, il aimait jouer de la flûte, il était très éveillé aux arts, il détestait son père. Les rapports avec son père, le roi Sergent, étaient affreux. Il était affreux vraiment. Et à un moment, il avait voulu fuguer en Angleterre avec son ami Cate. C'était un lieutenant, le lieutenant Cate, K-A-2-T-E. Son père va le retrouver, l'arrêter, lui et son ami, le mettre en forteresse à Stettin et exécuter son ami devant lui pour l'endurcir. Ce qui est terrible, vraiment, parce que le roi Sergent, donc Frédéric Guillaume Ier, méprisait son fils. Il dit, ouais, en gros, mon fils, je veux pas avoir de problème, hein, mais il est féminé, mon fils, hein, pour ne pas dire plus. Hein, j'ai pas envie d'avoir de problème avec, et pas me traiter d'homophobe ou je sais pas quoi. Donc voilà, donc mon fils est féminé, il aime la musique, les arts, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il va être roi plus tard. Moi, je lui fais une armée, c'est pour continuer ma descendance. Non mais oh, faut que tu sois un homme, hein, nom de Dieu. Enfin voilà, je vous fais ça, je sais pas qu'est-ce qu'il devait se dire à l'époque, hein, mais en gros, c'est ça. Et ça a fonctionné puisque là, vraiment, Frédéric II va s'endurcir et devenir, même si c'était un peu des manières un peu brutales, hein, mais il devient roi, donc il est né en 1712 et il devient roi en 1740. Et pour te montrer à quel point il est... donc en 1740, éclate la guerre de succession d'Autriche. Là, la rivalité, à partir du XVIIIe siècle, la rivalité entre la Prusse et les Habsbourg va être une ligne conductrice entre les Allemands. Puisque là, la dynastie qui règne, le roi de Prusse, c'est les Hohenzollern. Donc, c'est les Hohenzollern, rivalité entre les Hohenzollern et les Habsbourg pour dominer les États allemands, en fait, là, ce qu'on appelle l'Allemagne aujourd'hui. Donc, la guerre de succession d'Autriche, Marie-Thérèse d'Autriche arrive sur le trône, mais les autres États d'Europe ne la reconnaissent pas comme impératrice et comme reine, comme légitime, comme souverain légitime, et vont essayer de grignoter. Et dès 1740, dès le début, c'est Frédéric II qui ouvre les hostilités. La Prusse est alliée à la France, et les Autrichiens, eux, sont alliés aux Anglais. Donc là, on est sous Louis XV. Louis XV, la France va infliger une défaite aux Anglais en 1745 à la fameuse bataille de Fontenoy, qui est passée à la postérité, puisque on dit que le général français avait dit aux Anglais « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ». Je ne sais pas si tu connais cette expression. Et là, pour le coup, c'est vrai que quand aujourd'hui on voit le recul, c'est incompréhensible, parce que Frédéric II de Prusse, lui, il y va. Lui, ce qui réveille, après, il va y arriver avec la guerre de 7 ans, mais il voulait prendre la Silésie. Parce que la Silésie, à ce moment-là, est sous les Habsbourg. Mais il veut grignoter le territoire percé vers le sud, sur l'Elbe notamment, dans la région de l'Elbe, et prendre des territoires à Marie-Thérèse d'Autriche. Mais les Français, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent au nord. Donc la fameuse bataille de Fontenoy. Le fils de Louis XV, qui est le père de Louis XVI, qui mourra par la suite, qui ne va pas régner, mais en gros, il dit à son père, Père, enfin Majesté, c'est fantastique, on a gagné. Et Louis XV a eu cette phrase remarquable. Le sang des ennemis n'est jamais que le sang des hommes, et la vraie gloire est de l'épargner. C'est pas Sarkozy avec sa guerre en Libye ou BHL qui dirait une chose pareille. Hein. C'est pas George Bush qui dirait ça. Au roi de la paix, il a dit aussi je suis venu faire la paix en roi, pas en marchand, et puis il file tout au roi de Prusse. Non. C'est là que on va y arriver, d'accord, on va y venir, d'accord. Le roi de Prusse, Frédéric II, il poursuit sa politique.
Bah, il sert les intérêts de son pays, il agrandit son territoire. La France pouvait annexer la Belgique. Elle pouvait annexer la Jusqu'à Belgique, Fontenoy, voilà. elle bat et les Autrichiens et les Anglais. Ouais. C'est incompréhensible. La France, normalement, avait porte ouverte pour annexer toute la Belgique. Ouais. Mais c'est ce que l'Angleterre a toujours voulu éviter à tout prix. Il ne faut pas qu'il y ait toute la France de l'autre côté de sa côte. Mais l'Angleterre ne pouvait pas s'y opposer parce qu'elle a été vaincue. Mais Louis XV, c'est vrai qu'il était... Bon, c'est un mystère, hein, on ne sait pas. Mais en gros, il n'a pas consolidé son emprise. Il a reculé. En gros, il est revenu à ses frontières d'avant-guerre. Ce qu'on appelle en latin, en termes militaires, le statu quo ante bellum. Statu quo, ante, avant, bellum, la guerre. Ce qui a donné en français le mot belligérant. Belligérant, c'est un mot d'origine latin. Bellum, c'est la guerre, en fait. Le fameux proverbe latin, si vis pacem, para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et c'est à partir... L'opinion française ne comprend pas. Parce que l'opinion française, oui, toujours déteste les Habsbourg, dit ils veulent nous écraser. D'ailleurs, les Français sont pas contents de cette... C'est pour ça qu'ils vont dire... C'est là que va arriver l'expression « bête comme la paix » ou « travailler pour le roi de Prusse ». Voilà. C'est là que vont naître ces deux expressions. Bête comme la paix, travaille pour le roi de Prusse. Frédéric II, de son côté, il ne va pas demander son autorisation à Louis XV. Lui poursuit sa politique. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est pourquoi le gouvernement français n'a pas annexé, d'un point de vue stratégique pour le bien-être du royaume. La France devait prendre tout. C'est vrai que quand tu remportes une victoire, c'est pour agrandir ton territoire d'un point de vue militaire. C'est vrai que ça reste un mystère. Même les historiens qui se sont penchés là-dessus, je ne connais pas l'explication plausible et définitive là-dessus. Pour te montrer aussi à quel point Frédéric II était francophile, Frédéric II parlait complètement français. Hein. Il va construire un château. Il y a le château de Potsdam, donc dans la banlieue de Berlin, qui est l'équivalent, on va dire, de Versailles pour lui, puisque Versailles, c'est en dehors de Paris. Et lui, Potsdam, c'est en dehors de Berlin. Mais il va créer un autre palais qui est vraiment d'une splendeur magnifique, qui, Dieu merci, a été épargné par la guerre, les deux guerres mondiales, surtout la seconde, et qui n'a pas été détruit. C'est le château de Sans Souci. Je ne sais pas si tu connais ce château. Il y a, à côté de Berlin, il y a le château de Potsdam et le château de Sans Souci. Frédéric II va créer un ordre militaire, la plus haute décoration militaire allemande jusqu'en 1918. C'est une croix bleue de Prusse, parce qu'on parle du bleu de Prusse. Le bleu, c'est une couleur, la couleur des uniformes prussiens. Une croix bleue de Prusse, avec écrit en lettres d'or, je répète pour que les gens comprennent, c'est la plus haute décoration militaire prussienne. Donc c'est une croix bleue de Prusse avec écrit en lettres d'or pour le mérite. C'est écrit en français. C'est la plus haute décoration militaire prussienne et pourtant c'est écrit en français. Et c'est Frédéric II qui l'a créé cette décoration. Il n'a pas écrit en allemand, il l'a écrit en français pour le mérite. Sans souci, le château de Sans Souci, c'est un mot français. Et aussi, je vais te raconter une anecdote aussi. C'est que Frédéric II, à un moment, il voulait agrandir le domaine autour de Sans Souci. Et il est tombé sur un meunier. Il voulait acheter ses moulins. Il lui a proposé d'acheter. Et le meunier a refusé. Et Frédéric II l'a menacé de confisquer purement et simplement ses moulins. Et comme ce meunier était alphabétisé, éduqué, c'est un riche meunier, hein, donc il avait eu accès à une éducation, il répond au roi en français. Donc Frédéric II dit « Écoute, si tu ne veux pas me céder tes moulins, moi je te les prends purement et simplement, hein, et sans indemnité. » Et le meunier répond « Oui, s'il n'y avait pas de juge à Berlin. »